France Inter, le 18-20. Y a-t-il vraiment, en France, des zones de non-droit pour les femmes ? Des zones dans lesquelles elles seraient en insécurité, des quartiers dans lesquels elles seraient même une espèce en voie de disparition, pour reprendre les termes de la pétition lancée le mois dernier par des habitantes du quartier La Chapelle-Pajol à Paris. Des femmes de ce quartier expliquent que l'espace public est devenu masculin à 90%, qu'elles se font harceler et qu'elles ont peur. Depuis, le sujet a viré à la polémique politique, en pleine campagne pour les législatives, les uns accusant les pétitionnaires de racisme et de manipulation, les autres répondant déni de réalité. Les autorités, elles, ont promis d'agir, notamment en déployant plus de policiers sur la voie publique. Quant à la nouvelle secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa, elle s'est rendue de nuit dans le quartier au début de la semaine pour démontrer à sa façon qu'il n'y avait pas, selon elle, de zone de non-droit. Alors ce soir, au-delà du cas de ce quartier parisien, on ouvre le débat sur France Inter. Y a-t-il, oui ou non, des zones hostiles aux femmes, des endroits où elles ne sont pas les bienvenues, des endroits où elles seraient en danger ? Et si oui, pour quelles raisons ? Avec nous pour en débattre, Suzy Rochman, porte-parole du collectif national pour les droits des femmes qui fédère de très nombreuses associations. Bonsoir Suzy Rochman. Bonsoir. Chris Blache, cofondatrice du Cercle de réflexion et d'action Jean Réville. Bonsoir Chris Blache. Bonsoir. Céline Pina, auteure d'un essai intitulé Silence coupable chez Kéro. Bonsoir à vous. Je précise que vous avez signé dans Le Figaro très récemment une tribune intitulée L'aveuglement des élus sur le choc des cultures. Avec nous également Fatima Benomar, porte-parole de l'association Les Effrontés. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous avez co-signé une autre tribune dans l'Humanité. Tribune ainsi titrée, Madame Badinter allait porter une robe à fleurs à l'Assemblée. C'est une réponse à Elisabeth Badinter qui avait dit quelques jours plus tôt dans le magazine Le Point allait mettre une jupe dans certains quartiers. On le voit, le sujet est sensible. Je vous demanderai malgré tout le plus de sérénité possible pour en débattre entre vous et avec les auditeurs de France Inter qui peuvent appeler, comme toujours, au 01 45 24 7000. Claire Servagent, le téléphone sonne. Et tout de suite, direction le standard de France Inter. Catherine nous appelle de Normandie. Vous voyez, dès le début, on sort du quartier de la Chapelle à Paris. On va en Normandie. Bonsoir Catherine, bienvenue à vous. Bonsoir. Pour quelle raison avez-vous souhaité nous appeler ? J'ai trouvé ça intéressant parce que justement hier je conduisais en voiture, je voulais m'arrêter pour prendre une pause et je suis passée dans un village et c'était un café où à la terrasse il n'y avait que des hommes et à l'intérieur aussi. J'ai regardé et je me suis dit non, je vais continuer ma route parce qu'on se sent observé et ça met mal à l'aise, donc ce n'est pas une zone de non-droit en tant que telle. Je ne sais pas si c'est aussi sérieux que ça, mais on se sent observé et pas à l'aise. Et l'autre chose, c'est que je cours des longues distances et je choisis de courir avec un club parce que quand on court avec un club, on est en groupe et on peut aller dans des chemins de randonnée, voir des jolis paysages. Alors que si je cours seule, et beaucoup de femmes qui courent sont comme moi, je pense, vont choisir des routes bien fréquentées, à des heures bien fréquentées, donc il y a plus de circulation, c'est moins joli, mais on se sent, on n'est pas seul sur la route et on se sent plus en sécurité. Alors là, vous avez en quelque sorte développé une façon de vous défendre, quoi, c'est ça ? Ce sont des méthodes pour se protéger, oui. Merci beaucoup Catherine. Merci d'avoir appelé France Inter. Qui souhaite réagir à l'appel de Catherine ? Peut-être Chris Blache pour commencer, de Jean Réville ? Oui, pourquoi pas. Bonsoir. C'est vrai que ce que vous dites est une réalité qui montre à quel point cette question du sexisme est structurelle. Vous parliez des campagnes et effectivement, on parle parfois des cafés dans les banlieues. On se rend compte que quand on va dans des cafés de campagne, on retrouve exactement le même phénomène. On voit nous-mêmes qui travaillons en ce moment avec le collectif Les Monumentales sur la place du Panthéon que les institutions elles-mêmes ont placé ces choses au fronton du bâtiment, aux grands hommes la patrie reconnaissante, et que par conséquent, c'est un sujet à manipuler avec beaucoup d'attention et beaucoup de technicité, presque j'ai envie de dire. C'est un sujet complexe. Et quand on voit que ce sexisme est installé dans toutes les articulations de la société, c'est très très difficile à dénouer. Et puis pour la deuxième partie, qui est la question des stratégies, eh bien on s'aperçoit que là, on est vraiment dans un phénomène où les femmes ont intégré la peur, où nous avons des rappels à l'ordre en permanence sur la question de la peur, et ces rappels à l'ordre font que on ne se sent pas à l'aise, qu'on va de fait sortir en groupe et que notre mobilité est réduite.
Suzy Rochman, en 2017, vous qui êtes une ancienne militante de la cause féministe, voilà, il y a toujours des femmes qui ont peur de rentrer dans certains cafés. Il y a toujours des femmes qui ont peur des violences que les hommes exercent sur elles. Et c'est là, je pense, le véritable problème. Et ce qu'on peut interroger, ce sont les politiques publiques vis-à-vis des violences faites aux femmes. Je vais vous donner un exemple. En 2004, l'Espagne a fait une loi globale contre la violence de genre. La France ne l'a pas fait, alors que nous l'avions écrite du début jusqu'à la fin. On a effectivement un manque de volonté politique de lutter réellement en France contre les violences faites aux femmes. Alors que le diagnostic, on le connaît par cœur, puisque les féministes sont auprès des femmes victimes de violences depuis les années 70. Les solutions, on les a et il y a un véritable manque de volonté politique à l'heure actuelle. Céline Pina, vous êtes d'accord avec ce diagnostic sur le fait que les pouvoirs publics n'ont peut-être pas fait tout ce qu'il fallait faire pour les femmes? Oui, bien sûr qu'ils n'ont pas fait tout ce qu'il fallait faire, mais ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que sur le terrain de l'égalité femmes-hommes, moi je me suis retrouvée avec des gens qui pourtant sont des combattants, sont des personnes engagées et qui au bout d'un moment vous finissent par vous dire bon d'accord mais vraiment l'égalité femmes-hommes, tu remets toujours ça sur le tapis, ça devient lassant. Et moi je leur disais mais non, c'est la base, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'égalité entre les hommes et les femmes, que signifie notre Constitution qui nous demande d'aller au-delà de nos différences de sexe, d'appartenance religieuse, de couleur de peau, etc. Vous trahissez l'essence même de ce qui fait notre contrat social en jugeant que finalement que cette question est anecdotique. Et j'allais dire, on le voit dans d'autres choses. Je lisais il n'y a pas très longtemps une histoire assez banale de viol collectif de jeunes filles et je regardais les peines qui étaient demandées par les pouvoirs publics. L'histoire était assez atroce. Les peines, ça allait de 8 à 15 mois de prison avec sursis. Et le viol étant avéré et reconnu. Il y a aussi dans la manière dont une société choisit de sanctionner ou pas certains actes, le fait que ces actes sont considérés comme importants ou pas. Fatima Benomar, vous avez une histoire tout à fait récente à nous raconter que vous êtes arrivée cette semaine, je crois. Tout à fait. C'était il y a quelques jours devant le parvis de l'hôtel de ville, donc c'est même pas à Paris. De l'hôtel de ville de Paris. Et où je sortais à peine de la mairie de Paris quand un jeune homme m'a harcelé et même a hurlé contre moi des insultes clairement sexistes dont je baisse ta mère, etc. Je vous passe tous les détails. Il y avait 3 policiers à côté de nous qui s'esclaffaient de rire et qui à un moment, quand j'ai commencé à répondre à ce harceleur, m'ont dit « Madame, maintenant vous rentrez chez vous ». C'est-à-dire se sont mis en solidarité avec ce harceleur. Et donc, j'ai fait une pétition qui est en ce moment près des 2000 signataires, donc qui marche puisque ça fait à peine 2 jours et demi que je l'ai lancée, où je m'adresse à la mairie de Paris, puisque en théorie, la mairie de Paris est engagée contre le harcèlement de rue, et ces policiers avaient l'air de découvrir le terme harcèlement de rue. Et je m'adresse aussi à Madame Marlène Schiappa, qui est secrétaire d'État aux droits des femmes, et au préfet de Paris. Et d'ailleurs, je remercie Hélène Bidard, qui est chargée des droits des femmes à la mairie de Paris, qui est adjointe à la maire, d'avoir écrit elle aussi pour m'appuyer au préfet. Et j'espère vraiment avoir une réponse, parce que est-ce qu'il y a vraiment une formation des professionnels qui sont censés accueillir la parole des femmes? Vous rendez compte que ces gens sont peut-être dans des commissariats et que s'il y a des femmes qui viennent dénoncer du harcèlement, des violences sexistes, ils sont capables de lui dire rentrez chez vous, quoi. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est il y a des endroits où ce débat existe et est mis en lumière, notamment les terrasses de café, l'espace public, très bien, puisque ça se fait aux yeux de tous. Mais, et c'est le sens de la tribune qu'on avait co-signée à quelques-unes, l'idée maintenant est de lever le voile sur toutes les zones d'invisibilité des violences masculines. Notamment, je remercie l'une des signataires de notre tribune, qui est cofondatrice du collectif Chères Collaboratrices, qui a levé le voile sur le harcèlement incroyable dans les anecdotes qui sont racontées dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Madame Pina, vous parliez tout à l'heure des valeurs de la République. Il faut voir comment ça se passe au Palais Bourbon, et qui ont eu le courage, parce qu'en plus les assistantes parlementaires et les collaboratrices ont des contrats très précaires. Je pense même que c'est une exception du droit où elles peuvent être virées très très facilement. Et elles ont parlé de ça pour qu'on montre maintenant tous les recoins de la domination masculine qui ne s'arrêtent pas au quartier populaire et aux terrasses de café. Alors on va poursuivre ce débat, vous voulez toute la parole, mais c'est Anaïs qui va avoir la parole. Bonsoir Anaïs, est-ce que je lis bien? Vous nous appelez de Montréal, c'est ça? Oui, c'est cela, j'appelle de Montréal. Bienvenue à vous. Pourquoi nous appelez-vous?
Alors, je vous appelle parce que je suis expatriée ici depuis maintenant 1 an et j'ai remarqué une différence entre certains quartiers de Seine-Saint-Denis et Montréal, notamment au niveau des habits. En France, les femmes, le port d'une jupe ou d'un short peut entraîner des réflexions, des insultes et tout ça. Ainsi, elles vont porter beaucoup moins de shorts très courts ou de jupes. À Montréal, lorsque je suis arrivée, j'ai observé un harcèlement de rue presque inexistant et beaucoup plus de femmes portant des robes, des jupes et des shorts assez courts. Eh ben merci beaucoup Anaïs pour cette observation. Moins de machisme à Montréal. Je ne sais pas qui serait allé se promener là-bas. Suzy Rochman. Non, mais je connais bien Montréal, effectivement. Mais ce qu'elles ont à Montréal, c'est que les féministes ont mené une lutte résolue et continuent à la mener contre les violences faites aux femmes et qu'elles ont marqué des points. On a fait ensemble la Marche mondiale des femmes, par exemple. Donc on les a bien côtoyées. Ce que je voulais dire par rapport à ce que disait Fatima sur la formation des professionnels et des policiers. Il faut savoir, et c'est quand même assez sidérant, que la formation des professionnels qui ont à voir avec les femmes victimes de violences, que ce soit les policiers, les gendarmes, les magistrats, les personnels de santé, les animateurs de centres sociaux, etc., l'éducation nationale et tout, n'ont une formation qui est obligatoire dans la loi que depuis 2014. 2014. Chris Blache. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Suzy, mais surtout, je crois que on doit aborder cette question de la légitimité ou de la non-légitimité. C'est aujourd'hui la question de légitimité est centrale, parce qu'on peut voir qu'il y a effectivement des formations récentes, mais qui existent, qu'il y a une législation qui existe, mais qu'elle n'est pas enforcée. Peut-être un terme anglo-saxon. Par conséquent, cette question de légitimité, elle est centrale. Nous nous rendons compte qu'à travers tous les travaux que nous pouvons mener avec les municipalités et ailleurs, cette question des droits des femmes ne peut jamais être adressée de façon centrale. Il y a toujours autre chose à régler avant. Tant qu'on n'a pas réglé la faim dans le monde, en gros, on ne peut pas aborder la question de l'égalité femmes-hommes. Donc cette question de légitimité, elle se joue à tous les niveaux. On voit comment Fatima a pu se faire agresser d'une part et être agressée et ne pas être soutenue par les policiers. On peut voir comment des hommes politiques peuvent eux-mêmes agresser et ne pas être inculpé ou en tout cas être disculpé relativement mollement. Donc on voit bien que cette question de légitimité elle est centrale et que d'à partir de là, si la légitimité ne s'exprime pas au niveau du pouvoir, on ne peut pas avoir la déclinaison qui se passe jusqu'au niveau de la rue. Alors, on va revenir vers vous toutes les quatre, mais on va d'abord prendre Marie-Christine qui nous appelle de Normandie et Delphine qui nous appelle de Vendée. Marie-Christine, pour commencer. Oula, dites-moi, il y a des hurlements. Bonsoir, non, en Normandie. C'est rien. Oui. Bonsoir, merci de prendre mon appel et félicitations pour vos émissions une fois de plus. Oui, moi je vis en Normandie, dans une petite ville de 2000 habitants, et je pense que le problème du rapport homme-femme ou fille-garçon se situe au-delà d'un choc des cultures. Pour exemple, dans le collège où va mon enfant, on nous relate des cas de harcèlement de jeunes filles dès qu'elles commencent à avoir un petit peu de forme, et ça pose quand même un gros problème d'éducation. Enfin, en tout cas, moi, ça me questionne beaucoup parce que ici, on peut pas vraiment parler de multiculturalisme. Malgré les enseignements moraux et civiques, malgré la sensibilisation justement à l'égalité homme-femme, au respect des femmes, aux droits des femmes, on se trouve avec des très jeunes garçons qui sont parfois en 5e et qui insultent des filles, les touchent sans leur consentement. Donc elles ne peuvent évidemment pas s'habiller comme elles veulent. Et nous, en tant que parents, on a essayé de relayer ce problème et nous ne sommes pas entendus et ces jeunes filles ne sont pas entendues. Et ça me choque et ça me questionne, sans nier effectivement la question peut-être du choc des cultures dans certains quartiers. Mais en l'occurrence, ici, on est en zone rurale et on constate le même phénomène. Alors, de l'Assemblée nationale aux très très jeunes garçons, on retrouve les mêmes comportements. Et moi, ça me questionne. Comportement navrant. Merci beaucoup Marie-Christine pour ce témoignage. On est toutes navrées autant que vous. On enchaîne avec Delphine qui nous appelle de Vendée. Bonsoir, oui, bonsoir. Delphine. Bonsoir.
Oui, donc moi je voulais témoigner parce que j'ai vécu quelques années à Aubervilliers et c'est vrai que, comme je le disais à votre collègue, en fait, je ne portais ni jupe ni robe pendant cette période parce que je sentais vraiment le regard appuyé des hommes sur moi et ça, j'étais vraiment pas à mon aise. Et ce que je voulais dire également, c'est que à Aubervilliers, donc il y a beaucoup de bars et qui sont fréquentés par une majorité d'hommes là aussi. Et c'est vrai que quand on se retrouve en minorité, c'est pas forcément évident. Et depuis que vous avez déménagé, ça va mieux, c'est ça ? Oui, oui. Oui. Qui veut... Merci beaucoup Delphine. Là, tout le monde veut réagir. Céline Pina, peut-être pour commencer. Oui, j'allais dire, la situation n'est pas la même partout, ça c'est logique. En revanche, ce que je voulais quand même dire, c'est que moi, quand j'étais plus jeune, j'ai fait collège, lycée, etc. J'ai pas souvenir, je me souviens qu'on mettait quand même des jupes parfois extrêmement courtes. Je me souviens que c'était même la mode de mettre des jupes très courtes, plissées, avec des bas qui montaient au-dessus des bottes et des bottes lacées en dessous. Et on avait 16 ans. Je pense que c'était pas de très bon goût, mais c'était à la mode, alors on le faisait toutes. Voilà, il y a quand même, moi je me souviens de la façon dont on s'habillait, et j'ai grandi dans les lycées où j'étais, étaient des lycées mixtes socialement, et on avait vraiment cette liberté-là, elle existait. Je trouve que le changement date quand même d'il y a quelque temps. Aujourd'hui, c'est vrai que les gamines que je connais qui sont au lycée ou au collège, quand vous leur dites « mais pourquoi vous ne mettez pas de jupe ?», elles disent jamais qu'elles n'ont pas envie d'en mettre. Elles disent que c'est trop compliqué, qu'elles se font trop insulter, voire que ça crée des problèmes dans le quartier avec les parents. Donc il y a un vrai... Pour vous, il y a une régression. Il y a une régression manifeste. Suzy Rochman, vous... Oui, alors deux choses. Il y a une régression ou pas depuis quelques années ? Est-ce qu'il y a effectivement des endroits où des jeunes filles ne mettent plus de jupe Écoutez, c'est difficile à mesurer. Ce que je peux vous dire, c'est que la seule enquête sérieuse que l'on a sur qui sont les auteurs de violences et qui sont d'ailleurs les victimes de violences est beaucoup plus large que ça, c'est l'enquête nationale sur les violences faites aux femmes qui date de 2000. On en attend une nouvelle bientôt, mais elle est en gestation pour l'instant. Dans cette enquête, les auteurs et les victimes de violences sont de tous les milieux sociaux. Ça, c'est très important. Des riches, des pauvres, etc. Il n'y a pas de statistiques pour mettre les pieds dans le plat. Il n'y a pas de statistiques ethniques en France. Donc, on n'est pas en mesure pour être redondante, de mesurer ça. Attendez, je voulais dire quelque chose par rapport à l'école. Il y avait des essais de faire quelque chose pour travailler sur ce qu'on appelle une éducation non sexiste. C'était les ABCD de l'égalité. Ils ont été supprimés parce qu'il y a la Manif pour tous qui a fait pression pour ça, disant qu'il y avait n'importe quoi, et notamment la théorie du genre, dans les ABCD de l'égalité. C'est très dommageable. Il est nécessaire d'éduquer, dès le plus jeune âge, les filles et les garçons par rapport à l'égalité, par rapport au refus des violences, par rapport au respect entre eux. Peut-être rappeler qu'il n'y a pas eu que la Manif pour tous, que tous les intégristes religieux étaient contre ces questions. Mais c'était des intégristes chrétiens pas mal dans la Manif pour tous. Alors, oui, mais les autres aussi ils sont mobilisés. C'est à Fatima Benomar de prendre la parole. Je vous livre juste ce mail de Karine qui nous arrive, qui dit « Bonjour, c'est effarant de voir à quel point tout le monde se bouche les yeux par crainte de stigmatiser ou de ne pas être politiquement correct. La gauche déçoit par son angélisme. » Question très concrète, est-ce qu'il y a, sans parler de population, des quartiers dans lesquels la pression sociale est plus forte et fait que certaines jeunes filles ne mettent plus de jupe aujourd'hui? Je pense que les 3 témoignages qu'on vient d'entendre de la part de vos auditrices et auditeurs montrent bien effectivement toutes les nuances de la domination masculine, que ce soit dans des villes qui ne sont pas du tout des terres d'immigration, où les hommes vont quand même investir massivement les terrasses de café et harceler les passantes, comme c'est le cas dans, on va dire, pour revenir à l'actualité, le quartier Pajol-Chapelle. Et moi, ce que je veux dénoncer, pour rebondir sur ce que vient de dire Suzy Rochman, c'est l'immense hypocrisie de nos politiques. C'est-à-dire qu'on a vu à l'occasion des législatives tous les élus LR, les Républicains, qui ont commencé à défiler pour dénoncer le harcèlement et les inégalités femmes-hommes. Ce sont les mêmes qui ont soutenu justement tous ceux qui se sont gendarmés contre les ABCD de l'égalité, ce programme d'éducation antisexiste qui était à l'école. Ce sont les mêmes dont Valérie Pécresse qui ont baissé les subventions et les aides
aux associations pour l'égalité femmes-hommes au niveau de la région Île-de-France dont elle est présidente. Et donc c'est une énorme opération de récupération dont le but est de dire le sexisme est une question qui concerne finalement l'immigration, puisque moi j'ai été au conseil du 18e arrondissement pour voir ce qu'ils avaient à dire. Ils ont parlé 5 secondes de l'égalité femmes-hommes et très vite ils ont dit il nous faut une police municipale pour gérer les migrants. CQFD, le problème ce sont les migrants. Et c'est pour ça, pour revenir à notre tribune, que l'idée est d'enlever le cap d'invisibilité sur tous les lieux où s'organise la domination masculine. Je suis contente que suite aux affaires DSK, aux affaires Beaupin, on se rende compte que à l'ombre des alcôves de l'hôtel du Carlton, les hommes arrivent très bien à se débrouiller pour opprimer les femmes en apportant des personnes en situation de prostitution qui ont parlé par exemple de boucherie, mais là ce seront des boucheries dans des draps de soie, de l'entre-soi, des hommes puissants, et ça on n'en parle pas. Mais ça c'est une réalité, Fatima Benomar, et on a suivi ces procès. Mais quand même une petite question, puisque vous y êtes allé dans le quartier La Chapelle-Pajol, est-ce que oui ou non il y a un vrai problème au-delà de la misère qu'il y a dans ce quartier? Que oui. Il y a du harcèlement de rue, et tout le but de notre tribune n'est pas de déplacer de la focale, elle est d'élargir la focale, de ne pas épargner les uns en faisant la focale sur les autres. C'est universel, les violences faites aux femmes, malheureusement. Chris Blache. Et après, on repart au standard. Oui, je voudrais juste citer la sociologue Isabelle Claire qui explique très bien qu'il y a des lieux de sociabilité qui sont différents. Donc, par conséquent, quand on se retrouve dans des quartiers comme la Halle-Pajol, les sociabilités se passent à l'extérieur. Donc, tout le sexisme se voit. Et c'est très, très facile à ce moment-là de le stigmatiser. C'est en ce sens-là qu'il est bien nécessaire de bien comprendre les mécanismes du sexisme et de ne pas ignorer qu'il est une réalité et donc d'y travailler, mais en même temps de ne pas le stigmatiser en tant que tel, puisque c'est simplement la partie visible de l'iceberg. Astrid nous appelle de Nantes, elle est au bout du fil. Bonsoir Astrid et bienvenue à vous. Oui, bonsoir, merci de prendre ma question. Moi, ce qui m'interpelle, donc je suis maman de 3 enfants, des grands enfants maintenant, et dont un fils de 18 ans et 2 filles. Et ce qui m'interpelle, moi, c'est que je me dis que derrière chacun de ces hommes sexistes, de ces hommes agressifs verbalement ou physiquement avec les femmes, il y a une mère. Il y a une mère qui n'a pas su donner le respect à son fils, en fin de compte, ou il y a des sœurs qui n'ont pas su. J'ai l'impression qu'ils ont tous été petits garçons et à un moment donné, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à transmettre ça, en fin de compte, ce respect de la femme, ce respect qu'une mère doit réussir à transmettre, ou des sœurs. Enfin, je sais que c'est quelque chose qu'on essaie de faire avec notre fils, je veux dire, et ses sœurs le reprennent aussi s'il y a des choses, mais simplement des messages comme ça, et ça, il n'y a pas de culture, il n'y a pas de pays, il n'y a pas de religion, c'est simplement le rapport d'une mère avec son fils ou des sœurs avec leurs frères. Merci beaucoup Astrid, qui veut lui répondre, Fatima Benomar peut-être? Oui, tout à fait, je trouve ça complètement injuste et quoi qu'il en soit irréaliste de faire porter le poids sur les mères et les sœurs, d'ailleurs pourquoi pas les pères, l'éducation est censée être parentale, mais même la plus grande militante féministe qui a des enfants et qui veut leur donner la plus grande éducation antisexiste est confrontée au contexte de la société où on est, qui est faite de médias, qui est faite de clips, qui est faite de publicités sexistes, qui est faite à l'école d'une école qui donc n'assume toujours pas d'assumer son rôle de donner une éducation antisexiste qui, après tout, est au milieu du fronton de la République, c'est liberté, égalité, fraternité, entre autres égalité filles-garçons. Donc, même si on était des héroïnes et qu'on avait envie de changer le monde en donnant la meilleure éducation antisexiste à ses enfants, c'est le bras de fer avec toute la société. Donc non, on peut pas dire quand un garçon se comporte mal avec des filles, on va aller culpabiliser d'autres femmes qui font ce qu'elles peuvent quand elles peuvent. Suzy Rochman. Non, mais je veux dire aussi au niveau de la réalité de la vie des femmes, les inégalités salariales, les femmes qui sont très majoritairement à temps partiel, enfin pas parmi les temps partiels, c'est les femmes qui le sont très majoritairement, que ce soit la volonté de contrôler notre corps dans la mesure où il faut se battre toujours et encore pour l'avortement. C'est-à-dire que les difficultés, alors ça va un petit peu changer. À l'Assemblée nationale, la représentation politique où les femmes sont très minoritaires, toute la réalité des inégalités, ça engendre aussi ce type de violence. C'est un espèce de cercle vicieux. Les violences sont aussi la garantie de la domination des inégalités. Et on se bat contre, alors les pauvres mères, effectivement, comme le dit Fatima, faut pas leur reprocher tout ce type de trucs.
elles ont à se battre contre une société d'inégalité tout entière. C'est un peu difficile. Mais ce qu'elle voulait peut-être dire, c'est que ça passe aussi par les femmes, le fait de dire aux garçons, tu fais la vaisselle, etc. Je suis bien d'accord avec vous. Céline Pina. Le rôle des femmes dans l'oppression des filles, le rôle des mères dans l'oppression des filles a été noté à de nombreuses reprises. Et la femme, en tant que gardienne des traditions, s'inscrit aussi comme ça dans la représentation féminine. Donc c'est aussi un pouvoir qu'elle a que d'être cette gardienne des traditions, même si c'est un pouvoir qui l'empêche de se libérer et qui l'empêche de s'émanciper. C'est parfois le seul pouvoir qui lui reste. Donc c'est un petit peu compliqué et n'oublions jamais qu'on est aussi victime, on ne contrôle pas tout ce qu'on fait et parfois il y a des choses qu'on transmet malgré nous et beaucoup de ces femmes sont empêchées, ne sont pas émancipées, donc elles peuvent avoir du mal à transmettre autre chose que leur enfermement. Mais on a parlé aussi beaucoup de légitimité et en fait je pense qu'il y a une vraie différence quand la légitimité à être se déplace de la sphère privée vers la sphère publique, c'est-à-dire quand le sexisme se met en scène, il s'adresse non seulement à la personne qui le subit, mais à toutes celles qui regardent. Ce qui fait qu'en opprimant une femme, vous en calmez, entre guillemets, parce que c'est comme ça que les gens s'expriment, vous en calmez 10. Et il va quand même falloir dire à un moment donné, oui, dans certains quartiers, les difficultés sont plus spécifiques. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est une chose d'être un type désagréable et sexiste dans une société qui vous dit tu n'as pas le droit d'être sexiste et qui vous condamne pour ça, c'en est une chose de l'être dans une société où on estime que la femme n'est pas l'égale de l'homme, qu'elle est dans lequel on estime qu'elle est en permanence une mineure et que cette femme-là, pour s'émanciper, ça va être un petit peu compliqué pour elle. Et cette réalité-là, elle existe aussi. Et de temps en temps, il faudrait peut-être s'y attaquer, parce qu'en attendant, celles qui subissent pas ça de plein fouet, elles sont jeunes, elles n'ont pas énormément d'atouts sociaux parfois, et on les abandonne. Alors j'aimerais qu'on en revienne à l'espace public dont on parlait au tout début de cette émission. Chris Blash, vous qui êtes à Genréville, j'aimerais que vous nous expliquiez quel genre d'action vous menez pour justement que les femmes retrouvent leur juste place dans un espace public qui a été conçu par les hommes pour les hommes au départ ? Oui, c'est un espace conçu par les hommes pour les hommes, puisque on est sur un modèle même qu'on pourrait qualifier d'haussmannien, si on reprend les rues parisiennes par exemple, et un modèle qui finalement a éliminé les femmes de l'espace public, même pour les faire réapparaître dans les figures de toute la statuaire qu'on peut retrouver dans la ville. Donc elles sont passées de l'espace physique à un espace rêvé. Et donc les travaux que nous menons, nous, d'abord et avant tout, sont à plusieurs niveaux. Il y a un premier niveau qui est de faire un vrai travail de sensibilisation auprès des élus, des services des municipalités avec lesquels on travaille, et pour lever cette impensée. Le deuxième niveau, c'est de travailler avec les personnes de terrain, c'est-à-dire avec les femmes, avec les associations, et de travailler sur le pouvoir d'agir, c'est-à-dire de revenir sur le terrain, de décider ensemble, de prendre place. Et on s'aperçoit que quand on fait ça, on lève parfois aussi un certain nombre d'interdits. Il y a des femmes qui pensent qu'elles n'ont pas le droit d'aller dans les cafés. On a fait une expérience à Villiers-le-Bel où on est allé dans un café où effectivement il n'y avait que des hommes. On était un groupe de femmes, une quinzaine de femmes, et à la fin de la soirée, on était dans la cour du café, on était une quarantaine de personnes à discuter ensemble. On n'a pas résolu tout ce qui pouvait être un problème, mais il y a des femmes qui m'ont dit c'est quand même chouette. Pouvoir quand même. Oui, on a pris le pouvoir. Elles nous ont dit c'est quand même chouette de venir dans un café. Et il y avait des hommes qui étaient là et qui nous ont dit mais en fait c'était bien, on a discuté ensemble. Bon alors évidemment quand on leur a dit vos femmes sont où, ils nous ont dit elles sont à la maison, on est bien d'accord. Mais on avait quand même pu faire un pas ensemble. Donc je pense que il y a de la négociation qui doit se jouer. Il ne s'agit pas d'ignorer le fait qu'il y ait des quartiers de non-droit pour certaines femmes, mais comme on l'a dit plus tôt, les quartiers de non-droit sont nombreux, ils sont simplement plus visibles quand on est dans des lieux où les hommes ont pour lieu de sociabilité l'extérieur ou le café, donc ils deviennent extrêmement visibles, mais on peut faire des choses, on peut avancer, mais pour ça, il faut travailler ensemble. Travailler ensemble, c'est très important, et c'est pour ça d'ailleurs que Mathias nous appelle de Toulouse. Bonsoir Mathias, c'est à vous. Bonsoir. Écoutez, moi je constate que tout ce que vous observez, je l'observe dans les rues de Toulouse, quel que soit le quartier. Et moi, je fais beaucoup de déplacements dans Toulouse et je constate que les filles sont harcelées très régulièrement, très souvent par des jeunes hommes, souvent désœuvrés, pas spécialement les étudiants. Le monde étudiant échappe un petit peu à ça, même si il y a d'autres soucis. Mais il n'y a pas que les femmes, il y a aussi les homosexuels. Moi, j'ai vu l'autre jour dans le métro 2 jeunes hommes s'embrasser et immédiatement trois
3 hommes, les ont regardés avec un regard noir, dont un les a suivis à la sortie, et donc j'ai suivi pour m'interposer au cas où. Il a vu que je suivais, donc il a bifurqué, mais vraisemblablement il voulait en découdre avec eux. Donc il y a quand même un sacré souci. Et après, quand on s'adresse à la police, parce que moi j'appelle systématiquement à la police quand il y a un souci, de plus en plus, j'ai des fins de non-recevoir en me disant, vous croyez pas qu'on a pas autre chose à faire? Mais continuez quand même, Mathias. Hein. Ah non, mais il n'y a pas de souci. Moi, vous savez, je suis un militant féministe de la première heure et je continuerai. Eh ben, J'aime trop les femmes pour les laisser se faire harceler. Voilà. On vous embrasse, hein, on va dire ça carrément comme ça. Fatima Benova, vous souhaitiez réagir à ce qu'avait dit Mathias ? Oui, tout à fait. Déjà, c'est important effectivement en tant que témoin aussi d'avoir un rôle actif quand vous êtes face à des cas de harcèlement de rue envers les femmes et effectivement envers tout ce qui désobéit et déroge à la loi et à l'idéal patriarcal, donc dont des couples de même sexe, c'est-à-dire 2 femmes ou 2 hommes. Et je pense, je vous invite évidemment à signer ma pétition aussi parce que plus on fera de bruit, plus on est à peu près sûr que la préfecture de police, typiquement sur mon cas et sur beaucoup d'autres, va remonter les bretelles aux agents de police qui n'ont rien fait dans mon cas, mais comme vous le dites, dans beaucoup d'autres cas, et qu'ils y réfléchissent à 2 fois la prochaine fois. Donc j'espère vraiment qu'ils vont écoper d'un bon bad buzz, comme on dit. Et la deuxième chose que je voudrais dire par rapport à ce que vient de dire Chris Blash, c'est que moi, je voudrais exprimer un petit mot de solidarité avec Caroline Dehaas, qui a récemment dit que, entre autres, dans les problématiques qu'on a dans l'espace public, il y avait cette idée qu'il fallait élargir les trottoirs. Alors tout le monde s'est mis à ricaner, a dit qu'est-ce que c'est que cette histoire, et l'idée était effectivement de dire que c'est pas des questions d'urbanisme, d'organisation de l'espace public, mais bien un certain type de population. Suivez mon regard. Et je pense que si on y réfléchit un petit peu, mesdames qui m'écoutez, on a tout un moment eu une montée d'adrénaline, au moment où on arrivait dans des quartiers où les trottoirs étaient tellement minces qu'on était les unes sur les autres et les uns sur les autres sur ces trottoirs, où les terrasses de café débordaient tellement qu'on était obligé de frôler, de se frotter. Évidemment, les harceleurs cherchent la perche, les prétextes pour harceler. Donc évidemment que quand on est dans des quartiers où il y a plus d'espace, où on n'est pas les uns sur les autres, c'est beaucoup plus sécurisant, et donc il n'y avait absolument pas à se moquer de ça. Alors, je crois qu'après on va au standard parce que il n'y avait pas à s'en moquer, mais il y avait quand même des priorités, c'est-à-dire qu'il fallait d'abord expliquer à quel point cette façon de traiter les femmes était insupportable et regarder vraiment en face pourquoi est-ce que la femme dans l'espace public est insupportable à certains hommes, parce que c'est pas le cas de tous. Je rappelle quand même que dans un certain nombre de cas, on a pu voir que c'était des problèmes de représentation de la femme qui étaient en jeu, et que ces problèmes-là sont encore pires quand dans les sociétés dont sont issus les hommes, l'égalité femmes-hommes n'existe pas, voire même la femme est un outil, et que ça renforce encore plus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sexisme ailleurs, mais que ça le renforce, et qu'à partir du moment où cela n'était pas dit, le fait d'attaquer sur la largeur des trottoirs était vu comme une dérobade. Et c'est alors qu'en fait, travailler sur la largeur des trottoirs est intéressant, mais jamais on n'aurait dit on va lutter contre le racisme en élargissant les trottoirs pour que les Noirs puissent passer plus loin des Blancs. On a toujours dit c'est inacceptable de ne pas se respecter. Vraiment et les ça, c'est arguments vraiment de la fachosphère. Or, Caroline Dehaas a énuméré plusieurs. Alors moi, je vous propose mais c'est pas la fachosphère, ce sont les arguments de républicains. Côté, puisqu'elle n'est pas là ce soir. Je crois qu'il est insupportable de se faire traiter de facho quand on dit ce que je dis. Qu'on puisse me dire je ne suis pas d'accord avec vous, je l'entends. Qu'on puisse me dire quand vous dites ça, ça veut dire que vous appartenez à la fachosphère. S'il vous plaît, on va laisser Caroline Dehaas de côté. Caroline Dehaas n'est pas là. On va au standard. C'est Claude qui nous appelle de la Loire. Suzy Rochman, vous aurez la parole après. C'est promis, juré, craché. Claude, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, je me demandais, enfin c'est une question un peu rhétorique, et que c'est une remarque presque. Je voudrais savoir si vraiment on ne peut pas penser que ce sont les religions monothéistes qui ont un grave problème avec la femme, dans la mesure où elles sont le résultat d'une création de machiste, une création de l'homme, et à partir de là, il est évident que la position de la femme s'est retrouvée nettement infériorisée. Voilà. Merci beaucoup Claude pour cet appel. Suzy Rochman, c'est à vous. Oui, effectivement, la réflexion est tout à fait pertinente. Les religions n'aident pas. Toutes les religions, monothéistes notamment, ont effectivement placé les femmes en situation d'infériorité.
Mais il se trouve quand même que certaines religions qui prédominaient ici, aujourd'hui, ont perdu de leur influence. Ce qui n'est pas le cas dans toutes les communautés. D'où la question qui se pose aujourd'hui. Elles veulent... Oh, écoutez, quand on a vu effectivement la manif pour tous, d'accord. Oui, non, mais d'accord, mais même jusqu'à il y a peu de temps dans le programme du Front National, c'était quand même la famille, cellule de base de la société. Vaudrait mieux retourner à la maison. On est contre l'avortement. Après, on mettait des menaces sur le remboursement, toutes ces choses-là. Non, je pense. Alors, ce que je voulais dire quand même par rapport à ce que disait Céline Pina, qui parlait de société où il n'y a pas l'égalité, je voudrais quand même qu'on réexamine un peu le Code civil de 1804. Pas tout le Code civil parce qu'on a 3 minutes et on fait un dernier tour de table. La femme mariée était mineure et était totalement sous la direction de son mari. Mais les enfants travaillaient en 1804 et aujourd'hui non. Heureusement, on a évolué. On prend quand même la situation l'une après l'autre. Céline Pina, on a peut-être l'égalité en droit. Ah, mais dans des pays, il n'y a même pas l'égalité en droit. On ne l'a absolument pas. Mais l'égalité réelle, c'est toujours un combat. Mais au moins, on a l'égalité en droit. Dans d'autres pays, l'égalité en droit n'existe même pas. Alors, quand tu as parlé d'égalité réelle, même réclamer l'égalité, c'est se mettre en danger. Même mais il y a des féministes dans ces différents pays et nous les soutenons. Quand il y a eu la révolution iranienne, les femmes ont manifesté massivement pour pas reporter le voile. Sauf que elles n'ont pas été soutenues par grand monde, c'est-à-dire que les mêmes qui avaient soutenu la révolution iranienne, qui avaient soutenu Khomeini, quand il s'agit d'aller soutenir les femmes, et notamment Foucault en premier, il n'y a plus personne à ce moment-là. On pourrait reparler de la révolution iranienne, effectivement, Effectivement, on en reparlera. Promis. Merci Céline Pina, merci Suzy Rothman. Le mot de la fin maintenant pour Fatima Benomar et pour Chris Blash qui ne se sont pas exprimés depuis un petit moment. Chris Blash, si vous aviez un message à faire passer ce soir. Mon message, c'est lecture avec complexité. Je suis très gênée quand je vois des situations comme celle-ci qui partent en brûlot alors que ce sont des situations extrêmement complexes. La question de la chapelle est une situation extrêmement complexe. On est dans un quartier en pleine gentrification, dans un quartier où il y a énormément de problèmes à traiter, et il a été traité de façon caricaturale. Donc, j'ai envie de répondre par complexité, lecture, apaisement, travail dans la durée. Et moi, je vous invite d'ailleurs à ce sujet à aller réécouter le reportage formidable qu'a fait Sandrine Houdin la semaine dernière dans cette émission. Vous allez à la rubrique Bonnes ondes dans les podcasts et vous verrez, elle a bien montré la complexité de la question qui se pose dans le quartier de la Chapelle-Pajol. Fatima Benomar, c'est vous qui aurez le mot de la fin finalement. Comme on nous a interpellés sur les religions, j'ai un scoop. Oui, depuis la nuit des temps, les religions font de la politique. Et je pense que malheureusement, dans 50 ans et dans 100 ans, ce sera aussi le cas. Ils seront d'autant plus énervés qu'avec toutes les révolutions scientifiques, tout ça, et de connaissances, il y aura de plus en plus datés et qu'ils se sentent, eux, guidés par une volonté d'un projet suprême. Donc les religions sont traversées de courants dont certaines veulent une spiritualité plus libre, plus privée, et d'autres qui veulent faire de la politique. Donc que ce soit des gens du côté de l'islam et aussi du côté de la chrétienté, puisque je rappelle quand même que le pape vient juste de faire de l'ingérence sur les programmes scolaires, puisqu'il a lui-même dénoncé la théorie du genre, entre autres, et qu'il continue. Voilà, ils ont un agenda, c'est abolir le droit à l'avortement, etc. Merci beaucoup. Et dans 100 ans, on luttera encore contre. Merci beaucoup Fatima Benomar, merci beaucoup Céline Pina, merci Suzy Rochman, merci Chris Blash. Et on suivra vos actions avec Jean Réville, bientôt 1er juillet, devant le Panthéon, c'est ça 1er juillet devant le Panthéon. Aux grandes femmes, la patrie reconnaissante, un grand merci à vous. C'est la fin de ce téléphone sonne, merci à tous de nous avoir appelés, à tous et à toutes. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Irène Menahem, Jérémy Younes, Morgane Siré. À la réalisation ce soir, Eric Lenné. Bon, merci Eric. À la technique, Michel Béziquian, Théo Gomard et Dimitri Gronoff. Merci aussi aux standardistes de l'émission.